Bonjour à tous, je suis Antoine Fréchot, masseur kinésithérapeute et directeur général chez Norixtrain, un site web spécialisé dans les sciences du sport et la rééducation des athlètes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu spécial avec notre partenaire donc CGDIM Santé, que vous connaissez avec le logiciel Kiné 4000 et également Cobus, l'application pour créer des bilans. Dans cette vidéo, nous allons parler du syndrome de la bandelette iliotibiale, plus communément appelé syndrome de l'essuie-glace, faire une revue de ce syndrome, donc quelles en sont les causes les plus probables, les facteurs de risque, comment la traiter et, comme à notre habitude, quelques exercices incorporables dans un plan de traitement complet. Donc parlons un peu d'anatomie et de pathophysiologie de ce syndrome. Donc la bandelette iliotibiale, qu'est-ce que c'est? C'est une structure anatomique dense et fibreuse qui prend naissance au niveau de la tubérosité iliaque, où s'insèrent les muscles grand fessier, moyen fessier et également le tenseur fascia lata, et elle s'étend jusqu'à la face latérale de la cuisse, jusqu'au condyle externe du fémur. Elle contribue à l'équilibre monopodal et également au contrôle postural. Le syndrome de la bandelette iliotibiale est souvent confondu avec des affections qui provoquent une gêne sur la face latérale du genou, donc par exemple une tendinopathie du biceps fémoral ou un syndrome fémoro-patellaire, et également une atteinte du ligament collatéral latéral par exemple. Le syndrome dit de friction de la bandelette iliotibiale implique le plus souvent une gêne à l'emplacement du condyle fémoral latéral qui survient après des contraintes mécaniques répétitives du genou à un certain degré de flexion, typiquement donc chez un athlète tel qu'un coureur ou un cycliste, et on verra que ce degré de flexion est très important. Au niveau épidémiologique, le syndrome de la bandelette iliotibiale est la deuxième blessure la plus fréquente en course à pied. Une augmentation a été constatée au cours des dernières décennies et on pourrait être lié à l'augmentation du nombre de coureurs dans le monde et non pas forcément à l'échec de la prévention ou de traitement de cette pathologie, bien qu'il manquerait beaucoup d'études à ce sujet. L'incidence varie de 1,6 à 12% chez les coureurs et les autres athlètes pratiquant des mouvements répétitifs du genou. Elle est légèrement plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et se produit rarement dans la population non active. L'étiologie d'apparition de cette pathologie est controversée et probablement multifactorielle. Selon une théorie, le frottement répétitif entre la bandelette et l'épicondyle latéral pendant la flexion et l'extension entraîne une inflammation de la zone de contact. Cette zone de contact porte le nom de zone de conflit et ce contact se produit à 30 degrés de flexion, une flexion très faible, qui correspond au degré de flexion du genou lors de la phase d'appui du pied à la course à pied. Cependant, les études anatomiques n'ont pas confirmé ce mouvement de glissement direct sur l'épicondyle latéral et les examens histologiques cadavériques montrent l'existence d'un coussinet adipeux, donc une deuxième théorie, hautement innervé et profond par rapport à l'insertion distale de la bandelette iliotibiale. La compression de ce coussinet adipeux pourrait être à l'origine de la douleur latérale du genou. Par ailleurs, une autre théorie fait état de l'inflammation chronique d'une bourse. Donc, troisième théorie, située entre l'insertion distale de la bandelette iliotibiale et également l'épicondyle latéral du fémur. À l'heure actuelle, on ne sait pas quelle théorie est la plus probante. Il faut donc prendre le sujet de manière multifactorielle. À ce jour, les facteurs de risque le plus scientifiquement aboutis et concluants seraient de présenter un pic élevé de rotation alterne du genou à l'appui et également présenter un pic d'inclinaison ipsilatérale du tronc plus élevé à l'appui également. Donc, c'est-à-dire que le tronc penche du côté affecté au moment de la pose d'appui et c'est une compensation souvent retrouvée chez les individus ayant une force d'abduction de la hanche faible du côté lésé, donc un moyen fessier un petit peu faible. D'autres facteurs de risque ont été également décrits, donc par exemple une faiblesse donc des abducteurs de hanche et également la balance adducteur-abducteur, donc des adducteurs plus forts, une faiblesse des muscles fléchisseurs et extenseurs du genou et également une faiblesse du grand fessier, donc tous les muscles autour de la hanche et du genou. Également au niveau du pied, une pronation excessive du pied, la présence d'un pied plat, d'accord. Également une fatigue, une accumulation de fatigue donc qui engendrerait un changement d'attitude biomécanique à la course avec une mauvaise coordination des forces abducteurs et adducteurs et également un mauvais contrôle postural et une rotation du tibia et également de la cheville, une rotation interne. Au-delà des facteurs de risque intrinsèques et observables à la dynamique de la course à pied, il ne faut pas mettre de côté les facteurs de risque modifiables. En effet, ces derniers peuvent être facilement contrôlés et modulés et peuvent ajouter à notre thérapie. Et on peut retrouver notamment donc forcément à la course sur une surface inclinée, donc la course en côte, des erreurs techniques d'entraînement, donc dans la technique de course, ou également technique, donc le volume d'entraînement
Trop grand, également l'intensité des entraînements augmentait très peu progressivement et trop intensément. Il est donc à ce jour impossible de définir une cause exacte du déclenchement des douleurs. Cependant, au travers d'une rééducation bien menée dans la gestion de l'intensité des principales phases de rééducation, un retour aux activités sans douleur est décrit entre 4 et 8 semaines. En plus de la gestion de la charge d'entraînement, nous pouvons tout de même travailler sur certains muscles et permettre une meilleure dynamique durant le geste sportif. Lors de la phase 1 de la rééducation, on réalise un renforcement en chaîne ouverte, donc les extrémités sont mobiles et le corps immobile. Les exercices doivent se concentrer sur l'activation correcte de toute la musculature, soutenant la chaîne latérale, donc le moyen fessier, grand fessier, quadriceps et ischio, pendant la phase d'appui, à la marche ou à la course, ou même durant le geste sportif. En premier exercice, on va avoir les fessiers en ouverture ou clamshells, également des ponts fessiers en unipodal, donc avec ou sans résistance élastique et avec appui sur la jambe saine puis sur la jambe lésée en alterné, et également des pas chassés de côté avec une bande élastique à proximité des genoux ou des chevilles si toléré au niveau de la douleur par le patient. Lors de la phase 2, on opte pour un renforcement en chaîne fermée, les extrémités sont fixes et le corps mobile. La progression vers la phase 2 implique une douleur minimale, inférieure ou égale à 3 sur 10, avec les exercices suivants. Donc, position unipodale avec abduction du membre inférieur non concerné contre le mur en isométrique. Levée de hanche sur step du côté impliqué, genou tendu et genou plié pour travailler différemment. Également tout simplement du squat unipodal. Ensuite la dernière phase, la phase 3 dite pliométrique. Là, la course à pied est réintroduite au programme. À ce stade, le patient devrait être capable d'effectuer les exercices de la phase 2 d'intensité plus élevée avec une douleur minimale, voire nulle. Réception bilatérale à partir d'une marche devant un miroir, en insistant sur la douceur de l'atterrissage et en essayant sur une chaise pour inciter à une meilleure stratégie au niveau de la hanche, progresser vers la réception sur une seule jambe. Également, on peut y intégrer des sauts latéraux sur une jambe, devant un miroir également, pour avoir un feedback visuel, et en mettant l'accent sur le contrôle du bassin, de la hanche et du tronc, pour éviter d'avoir cet affaissement ipsilatéral du tronc. On peut progresser vers des sauts sur une jambe dans plusieurs directions avec une échelle d'agilité et avec également des éléments de déstabilisation. Merci à tous pour votre écoute. Évidemment, tout ce que je viens de dire ou montrer est à titre informatif. Donc, en cas de douleur, merci de consulter les professionnels de santé qui vous entourent, médecins, kinés. Je vous rappelle que cet épisode est en collaboration avec notre partenaire CGDIM Santé et donc le logiciel de gestion Maya pour les kinésithérapeutes. De la prise de rendez-vous en ligne jusqu'à la gestion du cabinet et en passant par du télésoin, Maya est l'assistante digitale tout en un qui permet d'organiser son quotidien en tant que kiné. Maya permet également de créer des bilans kinés très rapidement et suivre les progrès de ses patients, et ce à n'importe quel moment du traitement. Maya s'occupe de tout en réunissant toutes les informations utiles, graphiques, observations, notes, données administratives. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn sous le nom de NeuroXtrain et sur notre site web neuroxtrain.com pour ne louper aucun article et vidéo et de se tenir toujours au courant de l'actualité scientifique des sciences du sport. Merci à tous, ciao.